Un stylo à billes noires, marque Zaria. Tenu entre deux doigts légèrement tremblants. L'homme au-dessus du document ne bouge pas. Pas encore. Il regarde les 2 pages devant lui. Sous les lumières blafards du bureau présidentiel, la signature encore humide brille légèrement. Dehors, Moscou est silencieuse. Pas de canon, pas de foule, pas de révolution dans les rues. Juste un homme, un stylo, et 2 pages qui vont effacer 69 ans d'histoire. Il sait ce qu'il tient, il sait ce qu'il vient de faire. Et pourtant, personne ne l'a vu venir. Pas les généraux, pas la CIA, pas les 190 millions de citoyens qui, ce matin encore, vivaient dans le pays le plus puissant de la planète. Vous avez déjà raté un appel, et quand vous avez rappelé, tout avait changé. Maintenant, imaginez ça à l'échelle d'un empire. 48 heures, parfois moins. Cet homme, c'est Mikhail Gorbatchev, 60 ans, président de l'Union soviétique. Et ce 25 décembre 1991, à 19h32 précisément, il vient de signer la dissolution de son propre pays. Pensez à ce que ça représente. L'URSS, 15 républiques, 280 millions d'habitants, 27 000 têtes nucléaires, la deuxième économie du monde. Évaporée. Pas après une guerre, pas après une invasion, après un discours télévisé de 10 minutes et 2 signatures. 40 minutes plus tard, le drapeau rouge du Kremlin est descendu pour la dernière fois. Un garde l'a plié soigneusement, comme si ça changeait quelque chose. Et voilà où ça devient difficile à digérer. En 1985, 6 ans plus tôt, aucun analyste sérieux ne prédisait l'effondrement soviétique. Aucun. Le budget militaire américain était construit sur l'hypothèse que l'URSS durerait encore au moins 50 ans. Et l'URSS n'est pas un cas isolé, parce que la vraie question, celle qui devrait vous empêcher de dormir, ce n'est pas comment l'URSS s'est effondrée, c'est pourquoi chaque grand empire de l'histoire s'est effondré de la même façon, soudainement, après des décennies de signaux ignorés, et sans que personne ne le voie venir. Et on n'a pas encore parlé du pire cas. 5 empires, 5 effondrements, 5 fois où le monde le plus puissant de son époque a disparu non pas en siècles, mais en heures. L'Empire akkadien, première superpuissance de l'histoire, effondré en une saison. La dynastie Han, maîtresse de la moitié de l'humanité, fracassée en 48 heures de mutinerie. Constantinople, 1000 ans d'existence, tombé en une nuit. L'Empire aztèque, paralysé par son propre système de croyances avant même que les épées espagnoles ne frappent. Et l'URSS, en direct, sous nos yeux, le 25 décembre 1991. Ce n'est pas seulement une série d'accidents historiques. C'est un mécanisme, le même mécanisme, répété 7 fois avec 7 signaux précurseurs identiques que chaque empire a ignorés. Et dans les 20 minutes qui suivent, vous allez voir ces 7 signaux apparaître, un par un, comme des voyants rouges sur un tableau de bord que personne ne regardait. La partie que personne n'attend. À la fin, nous allons appliquer ces 7 signaux aux superpuissances d'aujourd'hui, avec des chiffres réels, des données de 2024. Si vous pensez que c'est de l'histoire ancienne, restez avec moi. Commençons par le début, pas métaphoriquement, littéralement le début. 2334 avant Jésus-Christ. Sargon d'Akkad unifie pour la première fois les cités-États mésopotamiennes sous un seul pouvoir centralisé. C'est la première superpuissance de l'histoire humaine. Un empire qui s'étend de la mer Méditerranée jusqu'au golfe Persique. Des routes commerciales, une administration centralisée, une armée permanente, innovation radicale pour l'époque. Akkad contrôle les routes du blé, du cuivre, du bois. Quiconque veut commercer dans le monde connu passe par Akkad. Pendant 150 ans, ça fonctionne. Puis, vers 2200 avant Jésus-Christ, en l'espace d'une génération, tout s'arrête. Les archéologues ont trouvé quelque chose d'extraordinaire dans les sédiments de cette période. Une couche de poussière de 6 cm, ininterrompue, sur toute la région. Résultat d'une sécheresse de 300 ans, la plus longue de l'Holocène. Les carottes de glace prélevées au Groenland le confirment avec une précision de quelques décennies. Mais voici ce que l'histoire officielle oublie. La sécheresse n'a pas tué Akkad. Ce qui a tué Akkad, c'est la réponse de l'Empire à la sécheresse. À Tel Leilan, en Syrie, des milliers de tablettes d'argile ont été exhumées. Ce sont les archives cunéiformes de l'Empire akkadien. Et elles disent quelque chose de glaçant. Pendant 30 ans avant l'effondrement, les administrateurs recevaient des rapports. Les récoltes baissaient, les alertes s'accumulaient. Personne n'a bougé. 30 ans. Ils ont continué à taxer les mêmes quantités de grains. Ils ont continué à entretenir la même armée. Ils ont continué à construire les mêmes palais.
Ce n'est pas seulement une catastrophe climatique, c'est un système qui a choisi de ne pas voir. Signal numéro 1. Le déni institutionnel face aux données contradictoires. Passons à 2000 ans plus tard. Chine, 189 après Jésus-Christ. La dynastie Han est à son apogée, ou du moins, c'est ce que croit la cour impériale. 400 ans de règne, 60 millions de sujets, la route de la soie sous contrôle, l'armée la plus disciplinée d'Asie. L'empereur Ling règne depuis Luoyang, entouré d'eunuques qui filtrent toutes les informations qui remontent jusqu'à lui. Et c'est précisément le problème. En 184 après Jésus-Christ, un homme nommé Zhang Jue commence à prêcher dans les campagnes du Hebei. Il distribue de l'eau bénite, il parle de l'ère du ciel jaune, une ère nouvelle qui remplacera l'ère du ciel bleu des Han. En 18 mois, il recrute 360 000 adeptes, puis 5 ans plus tard, 3 millions. Les rapports arrivent à la cour, les eunuques les enterrent. Certains fonctionnaires qui insistent trop fort sont exécutés pour alarmisme. En avril 184, les turbans jaunes se soulèvent simultanément dans 8 provinces. La révolte est matée, mais au prix de quelque chose d'irrémédiable. L'Empire doit armer ses seigneurs locaux pour combattre la rébellion. Ces seigneurs ne rendront jamais leurs armées. En 189, lors de la mort de l'empereur Ling, 48 heures suffisent. Dong Zhuo entre dans Luoyang avec ses troupes le 25 septembre. La cour impériale se dissout dans la panique. 4 siècles de légitimité Han évaporés en 2 jours. Signal numéro 2. La délégation de la force armée à des acteurs qui n'ont aucune raison de rester loyaux. Signal numéro 3. Et c'est celui qu'on voit dans les 2 cas. La centralisation de l'information crée un empire aveugle à lui-même. Akkad ne savait pas qu'il mourrait. Han ne savait pas qu'il mourrait. Et quelque chose dans cette répétition devrait nous inquiéter. Constantinople. 28 mai 1453. Minuit. L'empereur Constantin XI, paléologue, ne dort pas. Il prie dans la basilique Sainte-Sophie, une dernière fois selon les chroniques ottomanes et byzantines qui s'accordent sur ce point. Il sait ce qui arrive. Mehmed II a positionné 70 000 soldats autour des murs de la ville depuis le 2 avril. Les canons d'Urban, des monstres de bronze capables de projeter des boulets de 500 kg, ont martelé les murs théodosiens pendant 54 jours. Mais voici le chiffre qui devrait vous arrêter net. À l'intérieur de Constantinople, cette nuit-là, il y a 7000 défenseurs. 7000. Pour une ville qui, au 5e siècle, comptait 500 000 habitants. En 1453, la population a chuté à 50 000. L'Empire byzantin, à l'heure de sa mort, ne contrôle plus que la ville elle-même et quelques îles en mer Égée. La défaite militaire, c'est la dernière ligne du rapport. Ce qui s'est cassé, c'était bien avant ça. C'est un empire qui avait déjà cessé d'exister dans les faits et qui continuait à se nommer empire par habitude. Les négociations avec Venise, Gênes, le pape, toutes échouées. Pas parce que l'Occident ne comprenait pas la menace, mais parce que chaque puissance européenne calculait que quelqu'un d'autre paierait. Venise pensait que Gênes enverrait des troupes. Gênes pensait que Venise financerait. Le pape Nicolas V promit une croisade et envoya 3 navires. À 1h30 du matin, le 29 mai, les janissaires franchissent la porte de Saint-Romain. À 6h, c'est terminé. 1000 ans d'empire byzantin en 4h30. Signal numéro 4. La désintégration des alliances au moment précis où elles auraient été décisives. Revenons maintenant à la question posée au début de cette vidéo. Comment un empire disparaît-il sans que personne ne le voie venir? Voici la réponse partielle. Parce que les empires construisent des systèmes de croyances qui rendent l'effondrement littéralement impensable. Tenochtitlan, novembre 1519. Hernán Cortés entre dans la capitale aztèque avec 400 soldats espagnols et quelques milliers d'alliés tlaxcaltèques. L'empereur Moctezuma II, qui commande un empire de 5 à 6 millions d'habitants, l'accueille avec des cadeaux. Pourquoi? La réponse standard, Cortés a été pris pour le dieu Quetzalcoatl revenant de l'Est. C'est une simplification. La réalité est plus troublante. Les prêtres aztèques avaient enregistré, dans les années précédant 1519, 8 présages catastrophiques. Une comète, un incendie spontané dans le temple de Huitzilopochtli, des éclairs centenaires, une femme fantôme pleurant dans les rues de nuit. Ces présages étaient réels, dans le sens où ils avaient été observés et catalogués. Le système cosmologique aztèque
avait créé une grille d'interprétation qui transformait les données réelles en confirmation de la fin d'une ère. Ce n'est pas de la superstition naïve, c'est un mécanisme cognitif sophistiqué et fatal. Signal numéro 5. Quand le système d'interprétation d'un empire devient incapable de produire des réponses adaptatives. Cortés est fait prisonnier une première fois et libéré. L'empire aztèque aurait pu l'écraser à ce moment-là. Mais le cadre mental ne permettait pas cette réponse. En 1521, après 2 ans de siège, Tenochtitlan tombe. 60 millions de personnes vivaient dans les Amériques en 1492. En 1600, il en reste 6 millions. Ce n'est pas seulement la conquête, c'est l'effondrement d'un système de sens. Et maintenant, l'URSS. Nous y revenons. Ce stylo Zarya, ces 2 pages, ce 25 décembre 1991. Mais pour comprendre ces 2 pages, il faut revenir 72 heures en arrière. 22 décembre 1991. Les présidents de 11 républiques soviétiques signent la déclaration d'Alma-Ata. L'URSS est officiellement dissoute, avant même que Gorbatchev signe sa démission. Il apprend sa propre destitution à la radio. Mais les signaux, ils remontent à 1979. En décembre 1979, l'invasion de l'Afghanistan commence. Sur les 10 années suivantes, l'URSS dépense l'équivalent de 2 à 3% de son PIB annuel dans un conflit qui tue 15 000 soldats soviétiques et en blesse 35 000. Le signal militaire. En 1986, le réacteur numéro 4 de Tchernobyl explose. Le coût du nettoyage et des indemnisations, 18 milliards de roubles officiellement, le double selon les estimations indépendantes. Plus important, l'État soviétique ment publiquement pendant 48 heures avant d'admettre l'étendue de la catastrophe. Quand la vérité sort, quelque chose se brise dans le contrat entre l'État et ses citoyens. Signal numéro 6. L'effondrement de la confiance institutionnelle. Quand les citoyens cessent de croire que l'État dit la vérité. En 1989, le PIB soviétique chute pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. L'inflation dépasse 40%. Les étagères des supermarchés de Moscou sont vides, pas métaphoriquement, physiquement vides. Des files d'attente de 6 heures pour du pain. Signal numéro 7. Quand l'économie réelle diverge irrémédiablement de l'économie officielle. 7 signaux. Akkad les a tous eus. Han les a tous eus. Byzance les a tous eus. Les Aztèques les ont tous eus. L'URSS les a tous eus. Et maintenant, la question que vous avez sentie arriver depuis le début. Appliquons les 7 signaux, aujourd'hui, avec des données de 2024. Signal numéro 1. Le déni institutionnel face aux données contradictoires. En 2023, la dette publique américaine dépasse 33 000 milliards de dollars. Pour mettre ça en perspective, c'est un chiffre que la plupart des gens ne peuvent même pas visualiser. Le Congressional Budget Office projette que les intérêts seuls sur cette dette dépasseront le budget de la défense américaine d'ici 2025. Ce n'est pas une opinion politique, c'est une projection comptable publiée par une institution bipartisane. Et le débat public américain traite ce chiffre comme une abstraction. Signal numéro 2. La délégation de la force armée. La Chine emploie, selon les estimations du Stockholm International Peace Research Institute en 2023, 2 200 000 soldats en service actif. Mais plus révélateur, depuis 2013, Pékin a construit des îles artificielles en mer de Chine méridionale, 7 îlots transformés en bases militaires, dans des eaux revendiquées par 6 nations différentes. La force est projetée, mais la légitimité internationale s'érode. Signal numéro 3. La centralisation de l'information crée un système aveugle. En Chine, la plateforme de surveillance sociale et de censure d'Internet, le Grand Firewall, filtre aujourd'hui 40% du trafic Internet mondial en termes de population couverte. Les données économiques chinoises officielles affichent une croissance de 5,2% en 2023. Les données satellitaires sur la consommation d'électricité et les flux de fret ferroviaire, mesures indépendantes de l'activité économique réelle, suggèrent quelque chose de significativement inférieur. Un empire qui ne peut pas se voir tel qu'il est ne peut pas se corriger. Signal numéro 4. La désintégration des alliances. L'Union européenne, 27 nations, la deuxième économie du monde en agrégat. Mais en 2024, les dépenses de défense combinées de l'UE représentent 1,9% du PIB collectif, en deçà de l'objectif OTAN de 2%, 10 ans après que cet objectif a été réaffirmé à Newport en 2014. L'alliance existe sur le papier. La capacité d'action collective, comme Constantinople l'a découvert en 1453, est une autre question.
Signal numéro 5. Le système d'interprétation incapable de produire des réponses adaptatives. Chaque superpuissance actuelle a son équivalent du cadre cosmologique aztèque. Pour certains, c'est l'exceptionnalisme national, la conviction que les règles qui s'appliquent aux autres empires ne s'appliquent pas ici. Pour d'autres, c'est la croissance perpétuelle comme axiome économique non questionnable. Ces cadres ne sont pas des mensonges, ils ont été vrais, puis ils ont cessé de l'être, et personne n'a changé le cadre. Signaux 6 et 7, effondrement de la confiance institutionnelle et divergence entre économie réelle et économie officielle. En 2024, selon le Edelman Trust Barometer, enquête menée dans 28 pays, la confiance dans les institutions gouvernementales est inférieure à 50% dans 19 des 28 nations sondées. 19 sur 28. Ce n'est pas une crise de communication, c'est le signal numéro 6 en temps réel. Et pendant ce temps, le FMI estime que l'économie informelle, non taxée, non mesurée, non régulée, représente entre 15 et 40% du PIB réel dans la majorité des économies émergentes. L'économie réelle diverge de l'économie officielle. Signal numéro 7. Jared Diamond, dans Effondrement, écrit en 2005. Les sociétés qui s'effondrent partagent une caractéristique commune. Leurs élites sont isolées des conséquences de leurs décisions. Peter Turchin, dans ses modèles de cliodynamique, prédit depuis 2010 que les années 2020 seraient une période d'instabilité maximale pour les démocraties occidentales, basée uniquement sur des cycles démographiques et économiques. Joseph Tainter, en 1988, dans L'effondrement des sociétés complexes, a démontré que la complexité croissante génère des rendements décroissants jusqu'au point de rupture. 3 chercheurs, 3 méthodologies différentes, une conclusion identique. X n'est qu'une surface. En dessous, un mécanisme que nous reproduisons avec une fidélité troublante. Le monde retient son souffle. Gorbatchev tient ce stylo Zarya entre les doigts. Il signe. Ce n'est pas la fin d'un empire, c'est le moment où tout le monde réalise que la fin a eu lieu bien avant. C'était la preuve que les empires ne meurent pas le jour où ils s'effondrent. Ils meurent le jour où ils décident, pour la première fois, de ne pas regarder. Si ce mécanisme vous a troublé, la prochaine question est naturelle. Quels empires ont survécu? Pas ceux qui ont évité les crises, il n'en existe aucun, mais ceux qui ont lu les signaux à temps et qui ont changé avant que le changement ne leur soit imposé. Rome n'a pas survécu, mais quelque chose de Rome a survécu pendant 1000 ans de plus, sous un autre nom. La prochaine vidéo explore exactement ça, les 5 empires qui ont réussi à muter, ce qu'ils ont fait différemment, et pourquoi c'est infiniment plus difficile que de s'effondrer. Elle arrive, et je pense que vous voudrez être là.